Vous allez bien? Dernier cours de chimie. Non, c'est pas bien, il faut toujours plus de chimie. Voilà, bah, là, vous êtes partis pour 4 mois encore de chimie quand même. Donc, on va faire acide, base et redox. Acide, base et redox, c'est la partie de la chimie qui ne sera pas posée au concours avec le reste de la chimie, mais avec la physique et la biophysique, donc en UE3. C'est la partie échange de protons et d'électrons, ce sera en UE3. Donc, travailler la chimie, ça donne des points en UE1 et en UE3. Donc, on va par contre commencer par corriger les exos thermo 2. Donc, normalement, vous avez dit de préparer le miroir d'argent. Non? Levez la main. Qui l'a préparé là? Levez la main parce que sinon ça sert à rien que je corrige. Bon, bah tant pis, non mais, le prof il vous l'a pas dit? Non. Dire-le. Ça marche pas trop comme ça en fait. Bon, bah du coup on va passer aux équilibres parce que le basique tout de suite. Alors, on va en plus c'est la partie, une des parties que vous aurez le plus fait, donc vous avez le plus de souvenirs de la terminale en général. Alors, donc qu'est-ce qu'un acide, qu'est-ce qu'une base? On vous a introduit dans le cours atomistique ce qu'était un acide et une base de Lewis. Un acide et une base de Lewis, c'est par rapport, ça n'a rien à voir avec les acides et une base de Bronsted. Tu vois ce que tu nous obliges à faire? On est obligé de crier à cause de toi. Lance le terme. Bon, donc un acide de Lewis, c'est une espèce chimique capable de céder un proton. Une base, c'est une espèce capable de capter un proton. Un acide, une fois qu'il a cédé son proton, il va être sous forme basique, il sera capable de reprendre son proton. Donc, on va parler de l'acide, une fois qu'il a perdu son proton, il sera sous forme de base, sa base conjuguée. On va parler d'un couple acido-basique, ils vont marcher par deux. Donc, par convention, on écrit toujours l'acide à gauche et la base à droite. C'est une convention. Pour un couple acido-basique, on va décrire une demi-équation de réaction. Pourquoi une demi-équation? Parce qu'un acide, il ne va pas perdre son proton comme ça et son proton il va aller se balader en solution comme ça tout content. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Parce que le proton il serait pas content tout seul, il préfère être avec plein de gens. Plein de partout. Bah oui. Normal. Et donc c'est pour ça qu'on parle de demi-équation, c'est parce que là, on décrit ce qui se passe au niveau de l'acide, mais l'acide, il va réagir avec son proton, il va être tout de suite pris en charge par une autre molécule. C'est pour ça qu'on parle de demi-équation. Donc, la demi-équation, ça donne AH donne A- plus H+. Pourquoi je mets des doubles flèches? Il faut faire très attention, parce que c'est comme depuis normalement le début de la vie rentrée. Maintenant, vous êtes en P1, on ne parle plus d'équations qui se font que dans un sens, c'est des équations réversibles. Donc, comme je vous ai dit, l'acide, il perd son proton, il tient sous forme basique, mais sa base, elle va souvent être capable de récupérer son proton. La réaction va se faire dans les deux sens. Et ben voilà. Et donc, si on prend une base, donc là, la base, c'est V-. Pourquoi tu dis pas protonique? Parce que j'ai pas envie de dire protonique. Donc, si on écrit l'équation, mais là je l'écris dans le mauvais sens volontairement. Non, sérieusement. Normalement, l'équation, vous êtes d'accord, on met l'acide à gauche et la base à droite. Là, je l'ai volontairement inversé. Comme ça, si on ajoute les deux membres, ça nous donne. On peut enlever les protons. Hop, ça s'annule. Vous êtes d'accord? Donc ça donne AH plus B- donne A-
plus BH. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le proton de AH a été pris en charge par B-. Ok? Et donc ça, c'est une équation, ça c'est une réaction acido-basique à partir de deux couples acido-basiques. Donc, comme pour toute réaction chimique, vous avez vu en thermo qu'on parle de constante d'acidité. Une constante d'acidité, c'est quoi? C'est concentration des produits sur concentration des... sur concentration des... Voilà. Donc, si on prend ce couple-là... Oui, parce qu'il y a des réjouissances qui se préparent après, mais si vous êtes sage. On est toujours sage. Voilà. Bah, essayez de me le prouver. Donc, un proton, là j'ai noté H+, mais comme je vous ai dit, un proton ça se balade jamais tout seul. Et au minimum, il sera pris en charge par l'eau. C'est pour ça qu'on va tout le temps mettre H3O+ maintenant et pas H+ en général. Donc, si on prend cette demi-équation-là, le coefficient de réaction, ça va être... Donc là, comme c'est un coefficient de réaction acido-basique, on parle de constante d'acidité. Donc, la constante d'acidité, on prend les réactifs, donc H3O+ à moins, dans les produits sur les réactifs, donc on a l'acide en dessous. Donc, on sait que delta Rg, normalement vous avez ça en thermo, c'est moins RT ln de K. Si. Quand on est à l'équilibre. Si. Si. Et donc, R, vous savez que c'est une constante, donc c'est toujours supérieur à 0. Une température en Kelvin qui va être inférieure à 0, va falloir le faire quand même. Donc, si delta Rg est inférieur à 0, la réaction est spontanée dans le sens 1. Donc, pardon. On va reprendre comme ça. Si K est supérieur à 1, qu'est-ce qui se passe? ln de K supérieur à 0. Si ln de K est supérieur à 0, delta Rg inférieur à 0. Donc si delta Rg est inférieur à 0, ça veut dire que la réaction est spontanée dans le sens 1. Inversement, si on a K inférieur à 1, s'il vous plaît, ln de K supérieur à si on a K inférieur à 1, ln de K sera inférieur à 0. Donc on aura delta Rg qui sera supérieur à 0, parce qu'on rappelle que RT c'est forcément supérieur à 0. Et donc, on aura un delta Rg supérieur à 0, ce qui veut dire réaction dans le sens indirect. Et donc, une fois, on va définir le pKa. Donc pKa, c'est, il faut la prendre par cœur, moins log de concentration en H+. En H+, moins log de concentration, moins log de Ka. N'importe quoi. Donc c'est moins log de Ka. Ça prend par cœur. Est-ce que tu peux passer à l'évo? Alors, donc, un acide, donc, il y a beaucoup d'acides dans la nature, beaucoup d'espèces chimiques qui sont capables de céder des électrons, et plus, donc il y a des espèces chimiques qui vont avoir plus ou moins tendance à donner leurs électrons. Plus un acide va facilement donner son proton, plus on va dire qu'il est fort. Donc, si un acide est fort, la réaction, vous êtes d'accord qu'elle va énormément se faire dans ce sens-là. Oui. Donc, si la réaction elle se fait beaucoup dans ce sens-là, ça veut dire que ici, le rapport, il va être très grand. Si le rapport est grand, ça veut dire que Ka est grand. Et si Ka est grand, ça veut dire que le pKa est petit. Donc plus le pKa dans le couple acido-basique est petit, plus
l'acide va être fort. Et inversement, plus la base est forte, plus la réaction va se faire. Par contre, dans ce sens-là. Et si la réaction se fait dans ce sens-là, ben ce rapport-là, il baisse. Oui, il baisse. Il baisse. Et donc, le pK, il augmente. Donc, plus une base est forte, plus le pK sera grand. Donc, comme je vous ai dit, une base et un acide sont conjugués. Donc, si cet acide est très fort, c'est-à-dire qu'il a très tendance à donner son H+, bah, la base, elle va être faible, parce que si elle se reprotonne, l'acide va tout de suite vouloir redonner son proton. Donc, dans un couple, si on nous dit que l'acide est fort, ça veut dire que la base, elle est forte. Plus un acide est fort, plus sa base conjuguée, elle est faible. Donc, on va vous donner l'exemple d'un acide fort, c'est l'acide chlorhydrique. Vous voyez qu'il a un K énorme de 10 puissance 7. Donc, ça veut dire que si on le met dans l'eau, eh ben, on n'aura quasiment pas de HCl en solution, on n'aura que du Cl- et du H3+. Quasiment que ça. Et le pK, il est inférieur à 0. Et là, vous avez l'exemple d'une base, donc NH2-. Là, la réaction, elle n'est pas dans le bon sens. Enfin, si, elle est dans le sens acide vers base, mais donc le K est très petit, et donc le pK est très grand. Le pK est très grand, ça veut dire que NH2-, c'est une très bonne base. Elle a énormément tendance à capter les électrons. Donc, on parle d'échelle des pK. Je vais revenir très vite dessus. Et vous êtes impatient, hein? Alors, la suite. Donc, la relation d'Anderson-Hasselbalch. Si on repart de ça. Donc, on a dit que pK c'était moins log de K. Et bien, le pH c'est quasiment la même chose, comme type de relation. C'est moins log de concentration en protons. Donc, H3+. À partir de là, si on a Ka est égal à H3+ sur A-, etc. Je passe ça. Ça nous donne K est égal à H3+ tout seul sur fois A- sur AH. Si on passe ça en logarithme, on va mettre un moins des deux côtés. Ensuite, donc on multiplie les deux par moins 1. Ensuite, si on passe au logarithme, ça fait moins log de Ka moins log de H3+. Or, moins log de Ka, c'est quoi? C'est le pK. Et moins log de H3+. Et moins log de tout ça, ça fait moins log de H3+, donc pH, plus log, parce que log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Donc, ça fait pH plus log de A- de base, concentration de base sur acide. Voilà. Vous voyez tous? Voilà. C'est bon, vous voyez tous? Je ne répondrai pas. Donc voilà, donc ça c'est la relation d'Anderson-Hasselbalch et elle va vous servir tout le temps, vraiment tout le temps. Attends, je me suis trompée. Oui, c'est moins parce qu'il y a un moins devant. Pardon. Désolée. C'est un moins et donc ça donne la relation que vous avez là. C'est pareil, ça équivaut à pH est égal à pK plus log. Voilà, blablabla, vous avez tout à fait raison. Non. Non, pas sûr, c'est bon. Voilà. Alors, donc là, on va pouvoir revenir à notre petite échelle. On a dit qu'un couple acido-basique, il est caractérisé par son pK.
si on a autant d'acides et de bases conjuguées dans nos solutions, qu'est-ce qui va se passer? Ce rapport il va être égal à 1, donc le log il va être égal à 0. Bien. Et donc il y aura pH est égal à pKa. Donc si on a autant, le pKa c'est en fait le pH pour lequel on a autant de bases que d'acides en solution. Donc, si A égale à H, non. Wow, rien. Tant pis. Donc, c'est bon, j'ai pas besoin d'écrire tout ça. Alors, donc, par contre, donc là, le cas où on a autant de bases que d'acides, ça veut dire que le pH est égal au pK. Par contre, si on a plus d'acides que de bases en solution, c'est-à-dire si AH si la concentration d'AH est supérieure à la concentration de A-, qu'est-ce qui va se passer? A- sur AH va être inférieur à 1. Donc, le logarithme, il va être inférieur à 0. Et donc, si le logarithme est inférieur à 0, ça veut dire que pH moins pKa inférieur à 0. Et donc, que pH inférieur à pKa. Est-ce que vous me suivez? Ou je recommence? Donc, si on a plus d'acide que de base, ça veut dire que le pH est inférieur à pKa. Et donc, vous imaginez bien que c'est le contraire. Si on a plus que base d'acide, A- sur AH c'est supérieur à 1, donc le logarithme il est supérieur à 0, et donc ça veut dire que pH est supérieur à pKa. C'est des rappels de terminale. Non, là c'est plus trop des rappels de terminale. Si? Tant mieux. Je me sous-estime. Non, mais je crois qu'en terminale vous avez fait plus de chimie que nous. Par contre, vous avez fait moins de maths, alors chacun son truc. Chacun son truc. Donc, si on a le pKa ici, partout ici, on aura la forme acide prédominante. Et partout ici, on aura la forme basique prédominante. Et donc ça va être très important en bio, il faudra vous en rappeler. Et donc la suite. Alors maintenant, ce qu'on va chercher à savoir, c'est si on nous dit, je mets en solution telle quantité d'acide, telle quantité de base, telle quantité de machin, quel va être le pH de ma solution? Donc qu'est-ce qu'on va regarder en premier? Soit on nous dit il n'y a que des acides en solution. Dans ces cas-là, on prend l'acide le plus fort et on va compter que lui pour le pH. Soit on nous dit il y a un acide et une base conjuguée, dans ces cas-là, relation d'interaction acide-base. Parce que si vous connaissez le pKa du couple, c'est bon, et les concentrations des deux espèces, c'est bon. Par contre, si on mélange un acide et une base non conjuguée, donc ça veut dire que c'est pas le même couple acido-basique, dans ces cas-là, il va falloir déterminer si la réaction entre les deux est possible. Et dans ces cas-là, on fait un tableau d'avancement et on regarde ce qu'il y a à la fin dans la solution. Et selon ce qu'il y a à la fin de la solution, normalement, on retombe sur soit il n'y a que de l'acide en solution et donc on prend le plus fort, soit il n'y a que des bases en solution et on prend le plus fort, la plus forte. Donc, prenons le cas d'un acide fort. Alors là, il y a une ligne qui n'est pas dans votre poly, notez-la bien. Donc, on cherche à déterminer le pH d'une solution à laquelle a été ajoutée une certaine quantité d'acide fort. Si on a une certaine quantité d'acide fort, par exemple HCl dont je vous ai parlé tout à l'heure, HCl il va quasiment totalement se dissocier. Ça veut dire que si on a une concentration C de HCl à la base, eh ben, on aura une concentration C en F+, et une concentration C en Cl-. Parce qu'il y a une molécule de HCl qui se sépare en deux molécules. Molécule cyclotrate. Donc, ça veut dire que, en fait, au final, dans notre solution, les H+, ils vont quasiment devenir exclusivement du HCl. Donc, notre concentration en H+, qui nous intéresse pour calculer le logarithme, on va en là.
si c'est un acide fort. Du coup, d'où la relation pH égale à moins log de C. Donc, acide fort, moins log de C. Ensuite, donc bah voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc, alors, l'eau, c'est une espèce chimique un peu particulière. C'est ce qu'on appelle un ampholyte, c'est-à-dire qu'elle peut jouer à la fois le rôle de base et à la fois le rôle d'acide. Donc, elle va jouer le rôle d'acide dans le couple H2O, HO-, où on aura la demi-équation suivante. Et elle va jouer le rôle de base dans le couple H3O plus H2O. Et on aura la demi-équation suivante. Donc, si on inverse celle-là, c'est-à-dire qu'on marque H2O, hop, H3O plus, H plus H2O, donne H. Donc, si on additionne celle-là, si on additionne la 1 et la 3, dans ces cas-là, ça nous donne, donc les H plus, ils partent de chaque côté, et ça nous donne 2H2O, donne H3O plus H-. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, elle va réagir avec elle-même, et il y a des protons qui vont se balader entre les molécules d'eau tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, dans notre solution, si on n'avait que de l'eau et de l'acide chlorhydrique, on a des H+ qui proviennent de la dissociation de l'acide chlorhydrique, et aussi de l'autoprotolyse de l'eau. Mais ici, on va vérifier que l'autoprotolyse de l'eau, elle est négligeable. C'est-à-dire qu'on peut approximer concentration de H3O+ dans la solution est égale à la concentration de l'acide chlorhydrique initiale. Donc, pour vérifier ça, il faut vérifier que pH est inférieur à 6,5. Et c'est aussi pour vérifier qu'on a bien une concentration en H3O+, bien supérieure en H-. Donc on est bien en présence d'un acide très fort. Donc, électroneutralité, il faut faire attention, dans une solution, il n'y a jamais plus d'anions que de cations. Donc la concentration totale en anions, c'est la même que la concentration totale en cations. Et conservation de la matière, ça change rien. C'est ce que je vous ai fait avec le mini tableau d'avancement. Donc, si l'acide, par contre, il est faible, ça veut dire qu'il ne va pas totalement se dissocier. Il ne va pas totalement se dissocier, et donc, du coup, il restera de toutes les formes en solution à la fin. Si on fait l'état final et que HCl était un acide faible, il en restera encore. Et donc, du coup, dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. Vous l'aurez dans votre poly, la justification de la première formule, mais en soi, elle ne sert pas à grand-chose. Elle sert juste à bien comprendre, mais pour le moment, vous attardez pas, vous la met pas. Donc, apprenez-la un peu bêtement pour le moment, mais dites-vous qu'on rajoute le pKa et on divise par 2 quand on passe à un acide faible. Par rapport à là. On rajoute le pKa et on divise par 2. Donc, comme pour un acide fort, on vérifie que le pH est inférieur à 6,5, donc que le taux de protolyse de l'eau est négligeable. Et on vérifie que l'acide est faiblement dissocié. Et on vérifie qu'il y a bien la forme acide qui prédomine sur la forme basique quand même. Donc, si on repart du cas, pour vérifier qu'il y a bien beaucoup plus de forme acide que de forme basique, il faut que AH soit supérieur à 10 à moins. Donc, ça veut dire que A moins sur
sur AH, c'est inférieur à 1/10. Et donc, si on reprend ça, ça veut dire que Ka sur concentration d'H3O+, donc, c'est inférieur à 1/10. Oui. Et donc, ça veut dire que 10 Ka inférieur à concentration d'H3O+. On met des moins partout, ça nous fait moins 10 Ka. Super. C'est vrai que j'ai l'air d'avoir beaucoup de force. Donc ça fait moins 10 Ka supérieur à moins concentration d'H3O+. Et si on passe au pKa, ça fait moins 1 moins pKa supérieur à moins supérieur au pH. Moins 1 plus pKa supérieur à pKh. Donc ça veut dire donc que le pH est inférieur à pKa moins 1. Bref, on le retrouve comme ça. Supérieur. Ah, justement, ça doit être inférieur à supérieur. Non, en fait, non, ça donne ça, donc ça donne ça, et donc ça donne ça. Voilà. Et vous retrouvez la relation. Pardon. Donc, quand c'est un acide fort, une vérification, c'est que c'est supérieur à 16,5, c'est que c'est inférieur à 16,5. Et quand c'est faible, on vérifie que c'est supérieur à 16,5 aussi, mais aussi que le pH est inférieur à pKa moins 1. Sinon, ça veut dire que la forme acide ne prédomine pas assez. Pour une base forte, c'est un peu comme pour un acide fort, sauf que là, on va partir de 14, plus log de C. Et la vérification, c'est pas que c'est inférieur à 16,5, mais c'est que c'est supérieur à 7,5. Donc ça, bon, c'est pareil, il faut négliger l'autoprotéose de l'eau. Et là, on est en présence d'une base forte, donc il faut vérifier qu'il y a 10 fois plus de H- que de H3O+. Dans une base faible, et ben c'est pareil, on rajoute 14 sauf qu'on divise par 2, et on rajoute le pKa, donc ça fait 7 plus 1 demi de pKa plus 1 demi de log de C. Et pareil, c'est une base faible, donc qui dit faible dit 2 vérifications. Et donc cette fois-ci, c'est pas pKa moins 1, mais c'est supérieur à pKa plus 1. Et voilà. Hop. Alors, maintenant, on va passer à l'oxydoréduction. Oui. Alors là, il va falloir faire bien le lien avec les acides et les bases parce que c'est quasiment la même chose. Ah, j'ai oublié de dire un truc, pardon. Le pKa de ce couple-là, c'est 14. Et le pKa de ce couple-là, c'est 0. Donc, c'est pour ça que quand le pKa d'un couple est entre 0 et 14, on dit que l'acide et la base sont faibles. Et supérieur à 14, on dit que c'est une base faible, forte. Pourquoi base forte? Parce qu'elle est plus forte que H-. Et là, pareil, acide fort. Pourquoi acide fort? Parce que plus fort que H3O+. Tout ça, c'est par rapport à l'eau. Donc voilà, oxydoréduction, désolé. Il va falloir. Donc il y a beaucoup de similarités avec l'acide base, donc je vais essayer de vous le montrer et j'espère que ça arrive, que vous comprenez. Alors, donc comme un couple acido-basique, on parle de couple acido-basique, c'est-à-dire qu'un oxydant c'est une espèce capable de capter des électrons, un oxydant c'est une espèce capable de les donner. Si un oxydant il capte des électrons, eh ben, il va être parfois capable de les redonner à son tour, et donc il est sous forme réduite, et il va redonner ses électrons, il va passer sous forme oxydée, etc. Donc c'est pareil, là il y a un égal, mais normalement il n'y a pas d'égal,
c'est des doubles flèches, c'est en équilibre. Donc faites bien attention, normalement c'est pas un égal. Non mais sérieusement? Non, sérieusement, s'il vous plaît. Merci. Donc, on parle également de demi-équation. Pourquoi? Parce que les électrons, c'est comme les protons, ça ne va pas se balader tout seul dans la nature, et ça va être toujours directement pris en charge par un réducteur. Ça ne va jamais se balader dans la nature. C'est pour ça qu'on parle de demi-équation. Un oxydant va réagir avec le réducteur par un autre couple oxydo-réducteur, l'oxydoréduction. Et donc, comment on fait pour égaliser les demi-équations d'oxydoréduction? Là, on nous donne un couple, pour faire un exemple, c'est MnO4- et Mn de plus. Donc, on a MnO4- qui donne Mn de plus quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? En premier, on égalise des atomes d'oxygène. Les atomes d'oxygène, comment on les égalise? On les égalise en ajoutant des molécules d'eau. Donc là, on a 4 oxygènes, donc il me faut au moins 4 molécules d'eau. Ensuite, on va égaliser les atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène, on en a 8 ici, donc on rajoute 8 H+. Et pour finir, on va terminer avec les charges. Les charges, là il y a 2+, et là il y a 7+, parce qu'il y a 1- et 8+. Donc ça fait 7+ ici, 2+ ici. Il me faut 5 électrons pour égaliser. Ensuite, si on nous donne un autre couple, Fe3+, et ça va nous donner la demi-équation suivante. Par contre, si, donc, ici, donc là c'est l'oxydant, là c'est le réducteur, et là, ici, là c'est l'oxydant, et là c'est le réducteur. Donc là, je vais pas bien écrit, normalement, c'est le couple Fe3+, Fe2+. Donc, cet oxydant-là, on va le faire réagir avec ce réducteur-là. C'est-à-dire que les ions manganate vont récupérer les électrons que va lui donner le fer. Le fer va lui donner ses électrons. Donc, comme je vous ai dit, les électrons, ça ne se balade pas dans la nature. Donc, si jamais je veux faire réagir les deux ensemble, il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons qui réagissent d'un côté que de l'autre. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Et bien là, il y a 5 électrons. Donc, je vais tout multiplier par 5 afin d'avoir 5 électrons ici. Et donc, maintenant, je peux ajouter les deux. Je peux ajouter les deux équations. Donc là, on a 5 électrons ici, 5 électrons ici, ça s'annule. Et on a donc MnO4- plus 8H+, plus 5 Fe2-, donne 5 Fe3+, plus Mn2+. Plus 4H2O. À la fin, il y a marqué Mn2+, plus 4H2O. Donc voilà, ça revient à faire l'équation générale, sauf que moi je vous ai fait un exemple concret. Donc l'oxydant 1 réagit avec le réducteur 2, qui vont au final donner l'oxydant 2 et le réducteur 1. Donc l'oxydant 1 est réduit et le réducteur 2 est oxydé. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, dans cette équation, dans ce sens-là,
réducteur, donc c'est une réduction. Et là, c'est une oxydation. Voilà. Ensuite, comme pour les conversions basiques, et comme pour toute réaction, on va considérer des constantes d'équilibre. Ces constantes d'équilibre, c'est comme toute constante d'équilibre, elles sont indépendantes des concentrations initiales des réactifs et des produits, mais elles dépendent de la température, et quasiment uniquement de la température. Donc, avec une équation redox, ça nous donne le quotient suivant. Je vais le remarquer au tableau. Donc ça donne produit sur réactif. Et on considère que tous les chiffres stoichiométriques sont égaux à 1 là, ça change rien. Ok. Alors, là, c'est la pile de Daniel. Donc, comment ça marche? Normalement, vous avez sûrement vu ça un peu l'année dernière, mais normalement, vous comprendrez mieux cette année comment ça marche. Donc, ici, on a deux couples oxydant-réducteurs, Zn, Zn de plus, et Cu, Cu de plus. Les demi-équations, c'est les suivantes. Zn donne Zn de plus, plus 2 de moins, et Cu donne Cu de plus, plus 2 de moins. Il a rien à faire. Bon, là, on va faire réagir l'oxydant du couple 1 avec le réducteur du couple 2. Ce qui va nous donner Zn plus Cu de plus donne Zn de plus Cu tout court. Ok, donc là, on a bien 2 électrons à chaque fois échangés. C'est bon, je pouvais faire ma réaction. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On prend un bécher où on met une solution de Zn de plus. On prend un bécher où on met une solution de Cu de plus. On met une plaque de cuivre, une plaque de zinc. Qu'est-ce qu'on va voir qui va... Tout naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a le Zn qui va venir donner... Il y a le zinc qui va donner ses électrons au cuivre. C'est-à-dire que le zinc, il va se transformer en Zn de plus. Les deux électrons, ils vont passer dans le courant. Ça va créer un courant. Le déplacement des électrons va créer un courant. Ensuite, ça va arriver dans la plaque de cuivre. Et la plaque de cuivre pleine d'électrons, eh ben, il y a du cuivre qui va pouvoir se créer car les deux électrons qu'ont donné le zinc vont être pris par le cuivre. Et donc, vous allez voir un dépôt de cuivre autour de la plaque de cuivre. Et c'est... Voilà. Vous avez peut-être fait ça en terminale, j'en sais rien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La plaque de zinc, elle va régresser parce que le zinc, il va devenir du Zn de plus, il va partir en solution. Et la plaque de cuivre, elle va s'épaissir. Il y a du zinc qui va se former. Il y a du cuivre, pardon, qui va se former. Ça, c'est parce que la réaction, elle est spontanée, elle est dans le sens direct. Donc, comme je vous ai dit, il y a un courant qui apparaît. Qui dit courant, on peut mesurer une intensité et un voltage. Ce voltage, on va l'appeler force électromotrice de la pile. Donc, c'est à quel point les électrons circulent vite dans la pile. Donc, le sens de circulation des électrons, effectivement, il nous renseigne dans le sens spontané de la réaction. Parce que si c'était le Cu de plus, là, qui donnait ces électrons, le courant, il irait dans l'autre sens. Là, c'est le zinc qui donne ses électrons, donc le courant, il va de gauche à droite. Si c'était le cuivre qui donnait ses électrons naturellement, le courant a été de droite à gauche. Donc, voilà.
va falloir la prendre. Tac. Avec les couleurs. Ok. Donc c'est moins FE. Tu vas t'en remettre, t'inquiète pas. F, c'est une constante, c'est Faraday. Quoi? Toi aussi, tu vas t'en remettre. Oui, t'inquiète pas. Donc F, c'est une constante, c'est Faraday. Et L, c'est le nombre d'électrons échangés. Donc qui dit nombre d'électrons échangés dit positif. Et qui dit Faraday dit aussi positif. Et du coup, si delta R, donc si la réaction est spontanée dans le sens direct, si la réaction est spontanée dans le sens direct, on va avoir delta RG inférieur à 0, et du coup, on va avoir moins NFE inférieur à 0, évidemment, donc ça veut dire que E supérieur à 0. Donc, il y a un lien, effectivement, entre la force électromotrice et le sens spontané de la réaction. Si notre force électromotrice est supérieure à 0, la réaction est spontanée dans le sens direct. Si la force électromotrice est inférieure à 0, la réaction elle n'est pas spontanée, elle est spontanée dans le sens indirect. Donc si on reprend l'équation, la réaction qu'on avait tout à l'heure, si on nous dit, donc, si on reprend, vu qu'on a la relation maintenant entre delta RG et NFE, et ben on va pouvoir reprendre notre relation. Delta RG est égal à delta RG dans les conditions standards plus RT ln de gamma. Gamma, c'est le rapport des concentrations des produits sur concentration de réactifs. Donc si on divise le tout par moins NF, on va pouvoir remplacer par E et E standard. Donc force électromotrice et force électromotrice standard dans les conditions standards. Et donc E, on va l'appeler force électromotrice, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, en conditions standards. Voilà. Donc l'équation de Nernst, c'est la relation ici. Donc comme je vous ai dit, à l'état d'équilibre, delta RG est égal à 0. Donc la force électromotrice est égale à 0. C'est-à-dire que si la réaction est à l'équilibre, la pile, il n'y aura plus de courant qui va passer vu que la réaction elle est finie. Si la réaction est finie, la pile, il n'y aura plus de courant dedans. Voilà. Et donc pareil, du coup, on peut calculer, à partir d'une force électromotrice calculée, on peut calculer une constante d'équilibre d'une réaction, vu qu'il y a un lien entre delta RG et E. Donc, on va parler de potentiel de réaction de réduction de l'oxydant. Il va y avoir un potentiel d'un couple oxydoréducteur. Donc, le potentiel d'un couple oxydoréducteur, voilà. Donc, l'équation d'un couple oxydoréducteur, c'est ça. Donc, sa constante d'équilibre, ça va être concentration du réducteur sur concentration en électrons, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est pas grave, sur concentration de l'oxydant. Si l'oxydant est un bon oxydant, il va avoir tendance à beaucoup capter les électrons. S'il capte beaucoup les électrons, la réaction elle va se faire beaucoup dans ce sens-là. Elle va se faire beaucoup dans ce sens-là. Si elle se fait beaucoup dans ce sens-là, plus la réaction va se faire dans ce sens-là, plus K il va augmenter. Plus K va augmenter, plus delta RG qui est égal à moins RT ln de K va diminuer. Parce que plus K augmente, plus delta RG diminue, donc plus E augmente, vu que delta RG c'est moins NFE. Donc plus la force électromotrice est élevée, plus l'oxydant du couple oxydoréducteur est bon. Et c'est comme les acides et les bases, si dans un couple oxydoréducteur, l'oxydant il est très bon, ça veut dire que le réducteur il est très mauvais. Plus l'oxydant est bon, plus le réducteur est mauvais. Plus le réducteur est bon, plus l'oxydant est mauvais. Donc je reprends. Plus l'oxydant est bon, plus K va être élevé du couple oxydoréducteur.
plus delta RG va diminuer, vu que c'est moins RTLN de K. Donc si K augmente et delta RG diminue. Mais vu que delta RG est égal à moins NFE, plus delta RG augmente, plus delta RG diminue, plus E va augmenter, vu qu'il y a un moins là. Et donc, on va passer à la règle du gamma. Donc, comme je vous ai dit, plus la force électromotrice d'un couple est élevée, plus l'oxydant est bon. Plus la force électromotrice d'un couple est basse, plus le réducteur est bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer spontanément si on met autant de chaque oxydant et de réducteur d'un couple? C'est-à-dire que si on part de 1 mol de l'oxydant 1, 1 mol de l'oxydant 2, 1 mol du réducteur 2, 1 mol du réducteur 1 dans une solution, qu'est-ce qui va réagir ensemble? Eh bien, c'est le meilleur oxydant avec le meilleur réducteur. Le meilleur oxydant va venir prendre les électrons du meilleur réducteur. Et donc, pour faire ça, du coup, vous faites votre échelle des forces électromotrices. Celui qui a la force électromotrice la plus forte, et c'est celui qui a le meilleur oxydant, donc c'est lui qui va réagir. Et lui, c'est le meilleur réducteur. Et du coup, on fait la règle du gamma, meilleur oxydant avec meilleur réducteur, et donc on va avoir formation de l'oxydant et de l'autre réducteur. Donc là, on a mis une simple flèche pour montrer dans quel sens la réaction va se faire. Mais ça, normalement, il y a une double flèche, c'est réversible. Mais elle va avoir plus tendance à se faire dans le sens 1, comme ça. Voilà. Donc, quand on connaît quand on connaît les potentiels de réaction les potentiels des deux couples, et on va pouvoir avoir le potentiel standard de la réaction. Le potentiel standard de la réaction, donc le potentiel standard, c'est le potentiel de la réaction quand elle se fait dans le sens oxydant vers réducteur. Mais comme pour le couple 2, là la réaction elle va se faire dans le sens réducteur vers oxydant, et c'est comme toute réaction, vu qu'on l'a fait dans l'autre sens, c'est moins le potentiel de la réaction. Parce que si on fait une réaction dans un sens et qu'on calcule le potentiel, on connaîtra déjà le potentiel de si on fait la réaction inverse. Il suffit de mettre un moins devant. Donc, la force de la pile, le potentiel de la pile, pardon, ça va être E1, parce que le couple 1, ça va être oxydant vers réducteur, mais moins E2, parce que le deuxième couple, on va dans le sens inverse de la réaction oxydant vers réducteur. Le potentiel standard d'un couple, c'est bien oxydant vers réducteur. Et voilà.